Alors, les amis, les voisins et les voisins, bonsoir. Je vous vois avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que nous nous sommes parlé. On va ajuster le volume là. Alors, les amis, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Euh, Magdalene, I told you last time, I promised you I was going to play a song with you, Magdalena Mbanga. Remember? So I can send you the name of the author. Well, I'll put it down for you. You can listen in private. I always keep my promises. Alors, il y a l'ami Honoré Bessala qui me pose une question intéressante. Il dit politiquement que signifie le fait de suspendre l'Assemblée nationale et aussitôt de programmer des élections législatives. Que deviendra Macron s'il perdait? Excellente question que j'avais prévue de toute façon dans mon déroulé. Mais j'ai beaucoup pensé, on salue la combattante Léonore Matona qui arrive, Bella Akuma, depuis les États-Unis. Fred Marin, que je vois avec beaucoup de plaisir également. Alors, j'ai beaucoup pensé à vous depuis dimanche soir, les amis, lorsque Macron a dissous l'Assemblée nationale, parce que, souvenez-vous, le direct d'avant, ou celui d'avant celui-là, l'avant-dernier direct en tout cas, il y a quelqu'un qui me posait la question en Suisse, au sujet du 49.3, qui est l'article 49, alinéa 3, Hydrogen Chancellor Tang, welcome. Quelqu'un me posait la question, vous qui me suiviez, j'avais répondu. Euh, je vous ai souvent expliqué ici les méandres de la Constitution française. Pourquoi Parce que certains me disent, mais ça ne nous intéresse pas. Mais oui, ça vous intéresse parce que si vous êtes Camerounais ou si vous êtes natif d'un des pays du précaré, vos constitutions sont décalées directement sur le modèle de la Constitution française de la Ve République. Et nous y sommes en plein. Et welcome to Lucas Tasso. Welcome. Stéphane Garay, welcome as well. Alors, ce qui se passe en France, constitutionnellement, si vous êtes un mordu de la politique comme moi, ça devait vous intéresser. Parce que, encore une fois, nos constitutions sont décalées sur le modèle de la Constitution française. Euh, Constitution de la Ve République. Parce que la France a eu, depuis le début de son existence, je crois, à peu près 25 présidents. Parce que n'oubliez pas que la France a été tour à tour une monarchie, un empire, etc. Et la République, le début de la République, c'est simplement depuis 1948. Donc, de l'instauration de la République à ce jour, la France a compté 25 présidents de la République dans des schémas constitutionnels différents. On a eu des cas, je l'ai souvent dit ici, où les présidents inauguraient les chrysanthèmes, c'est-à-dire qu'ils jouaient un rôle protocolaire de décorum au même titre que la reine d'Angleterre, maintenant le roi d'Angleterre, depuis le décès de la reine Elisabeth II. Alors, je vais me servir de la question de l'ami Honoré Bessala comme de fil conducteur. Pourquoi est-ce que le président de la République dissout l'Assemblée? Ben, la Constitution lui en donne le droit. En son article 12, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale après avoir consulté les présidents des deux assemblées, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, qui, dans le cas d'espèce, je le vous disais la dernière fois, ce qu'on appelle les chambres sur le Parlement français est un Parlement bicaméral, c'est-à-dire que c'est un Parlement qui a deux chambres. On a la haute chambre, qui est le Sénat, et on a la basse chambre, qui est l'Assemblée nationale, qui vote les lois en première lecture et les envoie en deuxième lecture au Sénat, Parlement bicaméral, deux chambres. Le président de l'Assemblée nationale, le président de la République française ne va pas à l'Assemblée nationale à cause du sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. Il peut rencontrer les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, mais en congrès. Et en ce moment, il le fait à Versailles. Mais le président de la République française, depuis l'instauration de la Ve République, ne peut pas s'inviter à l'Assemblée nationale. Séparation des pouvoirs. Il ne peut pas non plus s'inviter au Sénat.
mais il peut rencontrer les deux chambres du Parlement en congrès dans le cadre d'une révision constitutionnelle. Exemple, lorsque la France doit adopter un traité international, une convention, ou alors quelque chose dans l'Union européenne, en incompatibilité avec une disposition constitutionnelle française, il faut modifier la Constitution française. Et on ne peut pas modifier la Constitution sans rencontrer les deux chambres du Parlement en congrès. Parce que ce qu'on appelle les lois supranationales, dans le cadre de l'Union européenne, euh, avant de mon époque en France, c'était la communauté économique européenne. Pour aller à l'Union européenne, etc., il fallait modifier les dispositions de la Constitution. Mais le président ne peut pas le faire de façon unilatérale, tout seul dans son coin. Il rencontre les deux chambres et ça se passe à Versailles. Alors on parle de congrès. Union, l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, quand il faut adopter une loi supranationale, comme dans le cadre de l'Union européenne, il y a prééminence de ces lois sur les lois nationales. C'était le cas pour le traité de Maastricht, ça l'a été pour l'adoption du traité constitutionnel que les Français avaient rejeté lors du référendum en 2005, souvenez-vous-en, mais que Nicolas Sarkozy, une fois réélu, enfin une fois élu en 2007, va adopter ce qu'il va appeler le traité simplifié au Parlement. Et tous ces motifs vont concourir à ce que nous vivons maintenant. Mais n'allons pas vite en besogne. Rappelez-vous toujours que la Ve République est née dans un cas de crise constitutionnelle, crise des institutions, sous la guerre. Lorsque la France est battue par l'Allemagne, nous sommes sous la Troisième République. À la Libération, fin de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle va acter la mort de la Troisième République. Parce que la Troisième République s'était compromise et s'était déconsidérée en collaborant avec l'occupant nazi. On va passer de la Troisième à la Quatrième République. Mais c'est un régime parlementaire. Le mode d'élection, c'est celui de la proportionnelle intégrale, qui a l'avantage de représenter les petits partis, les petites formations, qui a l'avantage de représenter les petits partis de façon équitable, mais qui a le désavantage de ne pas pouvoir dégager les grandes majorités du gouvernement. Donc, d'où l'instabilité. Et je l'ai dit l'autre fois, il y a des gouvernements qui restaient à peine une journée. Donc, revenu aux affaires. Parce que De Gaulle démissionne pour ça. Et ça aussi, je le vous dis tout le temps ici. De Gaulle démissionne pour protester contre ce qu'il appelle le règne des partis. Nous sommes le 20 janvier 1946. Il s'est retiré à Colombey les deux églises. Il s'est dit, bon, j'ai libéré la France, on ne peut pas se passer de Gaulle. On va me rappeler aussitôt. On ne va pas le rappeler. Il va passer 12 ans là-bas. Il revient au pouvoir à la faveur d'une astuce. La crise algérienne. La guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954. Les gouvernements tombent les uns après les autres. Les socialistes vont passer, les libéraux, les centristes et tout ça. Mais la situation en Algérie est gérée par les militaires. Les militaires disent, ils font leur cours, une cour assidue à De Gaulle. Si De Gaulle revient, c'est l'homme providentiel, parce que les politiciens ont échoué en Algérie. À la libération, le 8 mai 1945, le monde entier est en train de fêter la défaite du nazisme. Hitler a été battu, tout le monde le dit, mais ce même jour, le jour de l'armistice, 8 mai 1945, Camden Ludovic, vous allez vite en exemple. Vous avez vu que j'ai mis l'ordre du jour à un autre. Donc, je parle du premier sujet et vous êtes en train de m'interroger sur le deuxième sujet sur lequel je ne parle pas. Donc, je ne peux pas vous répondre. Donc, vous attendrez que j'aborde ce sujet. C'est notre dernier sujet que vous abordez. On vous accueille, Camden Ludovic. Donc, le 8 mai 1945,
alors que le monde libre, le monde dit libre, le monde civilisé, est en train de fêter la défaite du nazisme. Il y a des massacres en Algérie, dans une ville qui s'appelle Sétif. Les Algériens ont pris les Français au mot. De Gaulle a dit, nous avons vécu, la civilisation a vaincu la barbarie. Plus jamais on va tuer des gens, parce qu'il y a eu 6 millions de morts, 6 millions de juifs dans les camps de concentration. On ne compte pas les disparus. On dit plus jamais. La barbarie va liquider l'espèce humaine au nom d'une idéologie. Tout le monde est en train de fêter. Donc les Algériens prennent les Français au mot. Ils disent, voilà, nous aussi, nous voulons, vous la France, vous avez été vaincu par l'Allemagne. Vous avez été occupé pendant 4 ans, 4-5 ans. Mais au nom du droit dont disposent tous les peuples, au nom du droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui fait partie des déclarations des droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, on vous a aidé. Nous aussi, on veut disposer de nous-mêmes. De Gaulle a fait la conférence de Brazzaville en janvier 1944 disant « Aidez-nous à vaincre les nazis et ensuite, on avisera. » Donc, les Algériens prennent la France au mot et ils manifestent. Il y a des massacres. C'est des milliers de morts. C'est une hécatombe. Le 8 mai 1945, ça se passe à Sétif, en Algérie. Les hommes politiques qui vont se suicider, parce que la France est en régime parlementaire, les hommes politiques qui vont se suicider sont incapables. Ils ont envoyé des gens au Cameroun. Mais le Cameroun va être victime. Parce que vous voyez que quand je vous parle de l'histoire de la France, ça a des incidences avec l'histoire du Cameroun et d'autres pays africains, même de la Guinée. Parce que Roland Pré, un gouverneur sanguinaire qui va arriver au Cameroun, est parti de la Guinée. Il a mis Sékou Touré en prison. Il a eu maille à partir avec les Guinéens. On va l'envoyer au Cameroun. Donc, Pierre Mendès France, Premier ministre sous le système parlementaire, là-bas on disait président du Conseil des ministres, équivalent du Premier ministre, qui avait les réels pouvoirs exécutifs, puisque le président de la République inaugurait des chrysanthèmes. Il était réduit à un rôle typiquement honorifique et protocolaire. Il envoie au Cameroun Roland Pré pour venir remplacer André Soukado. André Soukado a été déclaré coupable de n'avoir pas su mater les nationalistes, alors qu'il a empêché Oumiobe de légitimité des urnes, en bourrant les urnes. Il a empêché Abel Kingé en faveur de Alexandre Douala Mangabel, le fils de Douala Mangabel, qui était l'ami de Colomb. C'est-à-dire que c'est quand même curieux que le fils d'un nationaliste pendu par les colons devienne, lui, le collabo des Français. Alexandre Douala Mangabel, Betoté Akwa, on va bourrer les urnes, on va empêcher Oumiobe de légitimité, parce que, fort de cette légitimité, il y a aux Nations Unies changé la résolution ayant confié l'administration temporaire du Cameroun à la France. Donc, on veut priver de légitimité. Donc, c'est celui-là qu'il a été au Cameroun, mais il a laissé filer, obsédé qu'il était par Oumiobe, il a laissé filer André Marimbida, qui a battu son père spirituel en politique, lui, Paul Oudjoula, le blanc le plus nuisible du Cameroun à l'époque. Il le bat parce que nous sommes dans le cas de l'Union française. Nous avons des élus. Nous avons eu 3 assemblées au Cameroun. Nous avons eu l'ARCAM, Assemblée représentative du Cameroun, sur les cendres duquel va voir le jour l'ATCAM, Assemblée territoriale du Cameroun. Mais ces 2 assemblées n'avaient pas de réel pouvoir. Les élus de ces assemblées, les autres vont s'appeler délégués, etc., n'auront qu'un maigre droit de regard sur le budget. Parce que c'est le haut gouverneur qui statue en dernier recours. Il peut mettre son veto. Mais ils n'ont pas de réel pouvoir. C'est la 3e assemblée, l'ALCAM, Assemblée législative du Cameroun, qui verra le jour à la faveur des élections du 23 décembre 1956, celles auxquelles l'UPC n'a pas pu prendre part pour cause des dissolutions depuis le 13 juin 1955, par Edgar Faure. Edgar Faure qui est un centriste,
qui était le président du Conseil des ministres, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre maintenant. C'est lui qui signe ce décret et il a pour directeur de cabinet un certain Valéry Giscard d'Estaing, futur troisième président de la Ve République. Alors, le cas du Cameroun, le sort du Cameroun est très lié à l'histoire de la constitution de la Ve République en France. Parce que le Cameroun, bien que n'étant pas une colonie française classique, le Cameroun est un protectorat allemand, passé sous mandat et sous tutelle française. Mais c'est au Cameroun qu'on va faire des expérimentations. Tous les accords que les gens dénoncent, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, mais ces accords vont prendre source au Cameroun. Le Cameroun va ouvrir le bal des indépendances. Le Cameroun va ouvrir le bal, par exemple, sur l'armée. Le Cameroun, parmi les pays de ce qu'on appelle les pays du précaré, a la première armée. Et il va former les autres militaires. Vous n'allez jamais trouver un Camerounais qui allait se faire former en Côte d'Ivoire ou au Burkina ou au Tchad. Les Tchadiens sont venus se former militairement au Cameroun parce que nous avons eu la première armée constituée. Mais nous sommes aussi le seul pays d'Afrique subsaharienne à avoir connu sur notre sol l'équivalent de la guerre d'Algérie. La Côte d'Ivoire n'a pas eu à faire de guerre pour accéder à son indépendance, fut-elle nominale. Mais le Cameroun a payé cher le prix de son indépendance. Ça ne s'est pas arrêté en 1958 ou en 1959, vers des indépendances. Le jour de l'indépendance du Cameroun, Cameroun oriental, entendait francophone, les gens, pendant qu'on est en train de défiler, les gens se battent dans la forêt. Quand Aïdjo dit Camerounaises des villes, Camerounais des campagnes, le Cameroun est libre, indépendant, c'est faux. Les gens se battent dans la forêt, dans la brousse. Et ce jour-là, devant le représentant du gouvernement de la France, les indigènes, pour certains qui comprenaient mal français, chantaient au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécu dans la barbarie. Devant le président Aïdjo. Comme un soleil, tu commences à paraître. Peu à peu, tu sors de ta sauvagerie. Ça, c'est le jour, ça, c'est la chanson que nous, Camerounais, chantions le jour de notre accession à l'indépendance. Donc, le Cameroun est un laboratoire. À la veille de l'indépendance, en décembre 1959, les UPCistes basés à Conakry, là-dedans, il y a Roland Félix Moumier et tous les autres, ils pondent un communiqué. Nous sommes en décembre 1959, une année avant l'indépendance, décembre, veille même de l'indépendance. Ils disent, le 1er janvier, à partir du 1er janvier prochain, 1960, le Cameroun jouira d'une indépendance nominale. Loin de libérer le Cameroun, cette indépendance n'a rien à voir avec ce que nous, les UPC, nous avons toujours demandé. Si l'expérience qui est conduite au Cameroun était concluante, elle servirait de base pour ce qui va arriver à l'ensemble des autres pays africains, pays francophones. Les Camerounais vont continuer. Vous pouvez vérifier, vous allez lire ça dans Main Basse de Mongo Betty. Main Basse, main basse sur le Cameroun. Vous trouvez, ce que je vous dis là, vous le trouvez dedans. Ce peuple va continuer à marcher nu et à mourir de faim dans son propre pays qui regorge pourtant de ressources innombrables. C'est le communiqué de l'UPC à la veille, son le 23 décembre 1950. L'indépendance telle que les colons vont l'octroyer n'a rien à voir avec l'indépendance que nous, les UPC, avons toujours appelée. Pour que nos compatriotes disposent d'eux-mêmes, comme tous les autres peuples de la planète. Donc, ils vont faire, le Cameroun va servir de laboratoire. Je vous parle souvent de DPS, École primaire supérieure de Yaoundé. Ils vont faire la même chose en Côte d'Ivoire. EPS, à Benjerville, mes amis ivoiriens qui m'ont regardé. Au Fouet, il va aller là-bas. Ils vont faire la même chose en Guinée. EPS de Conakry. On va empêcher ces coudeurs d'y aller.
On va faire la même chose au Sénégal. C'est-à-dire le modèle qu'ils font au Cameroun, qui n'est pas une colonie française classique, ils vont l'étendre dans tous les autres pays. Cameroun qui va servir de laboratoire. Autre chose, peu avant l'indépendance, pourquoi je vous parle de tout cela? La Constitution française, dont il est question aujourd'hui, a été votée par les Africains lors du référendum. Parce que De Gaulle avait dit l'Union française, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire, voilà, nous allons maintenir les colonies, mais il a trouvé une astuce. Et les Africains ont été associés à la rédaction de cette constitution. Je vous ai dit l'autre fois qu'il y avait 12 co-rédacteurs. Et Houphouët-Boigny faisait partie des 12 co-rédacteurs. Cette constitution, ce projet a été rondement mené par, comment on va appeler ça, par Michel Desbrest, le tout premier ministre du général de Gaulle, qui va être remplacé par Pompidou. Après, il va être ministre de la Défense. On disait ministre de la Guerre à l'époque. C'est lui qui va rédiger la constitution de la Ve République avec 11 autres co-rédacteurs, dont Félix Houphouët-Boigny. Précision, Eleanor Moto, c'est pas la même chose. Eleanor Matouma, c'est pas la même chose. Mongo Betty, d'abord, c'est pas son nom. Il s'appelle Alexandre Biyidi. Voilà, donc Mongo Betty, c'était son nom de, on va dire quoi, c'est son nom d'écrivain, son nom d'artiste, si vous voulez. Mais Esa Boto, c'est une œuvre, Ville Cruelle. Je ne sais pas si je l'ai étudié en quatrième ou en troisième, mais c'est une œuvre, Ville Cruelle, Esa Boto. Voilà, mais c'était pas son nom. Lui s'appelait Alexandre Biyidi et son surnom, c'était Mongo Betty, tout simplement. Je vous ai dit que il avait s'était naturalisé français pour échapper avec Abel Eyinga au mandat d'arrêt que leur avait lancé Aïdjo pour cause d'élection, etc. Et c'est à cause de ces deux-là que nous souffrons aujourd'hui de ce qu'on appelle l'interdiction de la double nationalité. Parce qu'Aïdjo avait fait cette loi sur mesure pour eux, Mongo Betty, Alexandre Biyidi donc, on va dire quoi, condisciple de Ferdinand Oyono, auteur de, on va dire quoi, Une vie de boy, ou alors son livre le plus emblématique, Le vieux nègre et la médaille. Voilà, ce sont les condisciples de Paul Biya. C'était la petite précision à l'intention de l'ami Eleanor Maton. Alors, donc, cette constitution qui pose problème aujourd'hui en France, les Africains sont associés. Vous parlez de l'Africa Foot. L'autre jour, je vous ai expliqué les nuances. Je vous ai parlé des prérogatives et je vous ai parlé de ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires. Mais Paul Biya, il tient ça parce que c'est une. De Gaulle était un militaire. C'est un dictateur. J'entends souvent les gens dire que non, De Gaulle a fait un coup d'État. Non, De Gaulle n'a pas fait le coup d'État. On fait l'histoire, mais on ne fait pas l'histoire avec le mensonge ou avec l'émotion. Il faut. Parce qu'on s'adresse aux jeunes qui n'ont pas connu cette époque. Moi-même, je n'étais pas là, je suis né 4 ans après les indépendances. Mais quand on transmet l'histoire aux jeunes, aux plus jeunes, il faut leur transmettre une histoire exacte et chacun en fait ce qu'il veut. Mais il ne faut pas porter par la vague de l'émotion parce qu'il y a eu des coups d'État au Mali que la France a condamné et puis vous dites que voilà, De Gaulle aussi était un putschiste. De Gaulle n'a jamais été putschiste. François Mitterrand a écrit un pamphlet dont je vous ai souvent parlé ici, je ne sais pas si je l'ai là, c'est pas celui-là, non. Le coup d'État permanent. Le coup d'État permanent. Je vous ai parlé de ça ici l'autre jour assez longuement. Le coup d'État permanent a été écrit en 1964. François Mitterrand a été 11 fois ministre. Il était parlementaire sous la 4e République. Il a même failli être président du Conseil des ministres, c'est-à-dire équivalent au Premier ministre. Et il avait sévèrement condamné la Constitution. C'est pour ça qu'il a écrit le livre Le coup d'État permanent. Mais ça ne veut pas dire que De Gaulle était putschiste. De Gaulle n'était pas putschiste. Il a été rappelé par René Coty, qui était président. Parce que je vous parlais de la guerre en Algérie. Lorsque j'ai fait des débordements sur le Cameroun, lorsqu'il y a la guerre en Algérie, tous les hommes politiques ont échoué.
Donc les militaires qui sont en Algérie, les généraux qui sont là-bas, font la cour à De Gaulle. De Gaulle veut revenir au pouvoir pour solder des vieux comptes, parce qu'il a été chassé du pouvoir, enfin il a été contraint à la démission à cause de l'instabilité. Donc quand il revient aux affaires, avec un double langage, je ne sais pas si c'est ce que les gens appellent le putsch, ses amis viennent le consulter, les Foka, tous ces gens-là, ils laissent dire. Les paras en Algérie disent si on ne rappelle pas de Gaulle, nous allons sauter sur Paris. Et ça sera le début d'une guerre civile. Mais guerre civile, pourquoi, me direz-vous? Pour une histoire qui se passe en Algérie. Mais à l'époque, l'Algérie est française. L'Algérie, c'est la seule colonie que la France administre comme un département d'outre-mer. D'ailleurs, elle est divisée en départements. Pays très riche. La France est en Algérie depuis 1830. À partir du 24 24 octobre 1870, il y a quelque chose qu'on va appeler le décret Cramieux, du nom d'un ministre français qui s'appelait Joseph Cramieux. C'est lui qui, en 1870, sort un décret autorisant l'accès à la naturalisation française aux Juifs, aux Israélites, c'est comme ça qu'on parlait à l'époque, aux Israélites autochtones d'Algérie. C'est comme ça que les parents d'Éric Zemmour, qui est un berbère, vont devenir français. Plus tard, Pétain va rendre les Juifs apartheid. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'Algérie et la France ont une place particulière au cœur de la France. L'Algérie et le Sénégal, pardon. Quand je vous dis qu'à partir de 1870, c'est-à-dire que 40 ans après 40 ans de présence en Algérie, les Français vont octroyer le droit à la naturalisation française aux Israélites autochtones d'Algérie, c'est-à-dire des gens comme Madame Ouattara, qui est née à Constantine, ce qu'on appelle les Juifs séfarades, des Juifs errants. Mais au Sénégal, c'est, si mes souvenirs sont exacts, au Sénégal, c'est depuis 1848, c'est-à-dire 22 ans avant, que les ressortissants sénégalais, les 4 communes, vous allez trouver quelqu'un comme Blaise Ndiaye, les ressortissants sénégalais, 22 ans avant l'Algérie, c'est-à-dire 22 ans avant 1870, les ressortissants sénégalais, les 4 communes, Saint-Louis, il faut dire Saint-Louis du Sénégal parce qu'il y a Saint-Louis en France, Saint-Louis qui était la première capitale du Sénégal, Saint-Louis, Dakar, Rufisque et Ngor. Gorée plutôt. Les 4 sont français 22 ans avant les Israélites, c'est-à-dire avant les parents d'Éric Zemmour. Donc le Sénégal et l'Algérie ont toujours une place. La France est au Sénégal depuis 1624, c'est-à-dire 2 siècles avant qu'elle n'ait en Algérie, en 1830. Donc les Sénégalais ont une place très très particulière dans le cœur de la France. Donc, dans le contexte algérien, la France ne veut pas perdre l'Algérie. Ils sont beaucoup investis là-bas, on les appelle les pieds noirs. Donc, on fait venir, il y a un grand lobby pour ramener De Gaulle. Parce que De Gaulle va les aider à conserver l'Algérie au sein de la France. Ce qu'on appelle l'Algérie française. Donc, De Gaulle ne dit rien, la pression monte et le président René Coty est obligé de faire appel à De Gaulle. Et le jour-là, il fait un discours, il dit aujourd'hui, c'est le président René Coty qui parle, aujourd'hui, le premier des Français est le premier le premier des Français est le premier en France. Mais De Gaulle exige des choses en retour. De Gaulle demande et obtient les pleins pouvoirs. Il ne veut pas faire des discours généraux à l'Assemblée, des discours qui seraient soumis à la censure, parce qu'il a de très mauvais souvenirs. Rappelez-vous, il a été contraint à la démission le 20 janvier 1946, alors qu'il était le chef du gouvernement à la Libération. Donc, il a de très mauvais souvenirs. Donc, il donne des conditions. Et il fait un projet. Parce que quand il revient, il ne va pas à l'Élysée. À l'Élysée, il y a un président, même si c'est un président qui inaugure les chrysanthèmes. Il va à Matignon
Parce que la réalité du pouvoir exécutif est à Matignon, président du Conseil, équivalent du Premier ministre. Mais sauf que c'est un Premier ministre parlementaire. Il n'a pas été nommé. Comme ce qui se passe en Italie, comme ce qui se passe en Allemagne, chancelier. Rappelez-vous, Angela Merkel, parce que quand on dit Merkel, beaucoup de gens pensent qu'elle était présidente. Non, chancelier, c'est Premier ministre. Mais un Premier ministre avait des pouvoirs exécutifs réels. Donc, nous sommes dans ce contexte quand De Gaulle revient, mais De Gaulle veut prendre sa revanche. Mais il va le faire en amoindrissant les rôles du Parlement. Je vous ai souvent dit, pour ceux qui me font l'amitié de m'écouter, je vous ai souvent dit que le président français est le président en Occident qui concentre beaucoup trop de pouvoir entre ses seules mains. Il a même beaucoup plus de pouvoir que le président des États-Unis. Parce que le président français peut déclarer la guerre s'il veut. Et puis, il peut se réveiller à 3 heures du matin de mauvaise humeur et dire tiens, je déclare la guerre à l'Allemagne. Et il informe le Parlement 3 jours plus tard. Donc, ça, c'est le travail de De Gaulle. Mais il va associer le Parlement à cela. Mais en mettant des garde-fous. En 1962, le gouvernement de Pompidou, Premier ministre de De Gaulle, va être renversé au Parlement. Voilà la première dissolution. La première dissolution de l'Assemblée nationale. Articulation de l'article 12 de la Constitution. Je vous ai dit tout à l'heure que le président de la République, avant de dissoudre l'Assemblée nationale, doit consulter le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Mais cette consultation, c'est pour la forme. Il consulte le Premier ministre, il peut même parler avec le président du Conseil constitutionnel. Mais ce sont des avis consultatifs. Il passe outre. Et il n'a pas à s'expliquer. C'est l'article 12 qui lui donne cette prérogative. L'autre jour, quand je vous parlais de prérogatives, parce que beaucoup, vous m'avez écrit pour me demander, mais pourquoi est-ce que Paul Biya viole la loi? Pourquoi est-ce qu'on viole la loi pour ce qui concerne Samuel Eto'o? Mais non, on ne viole pas la loi. En 2014, Paul Biya signe un décret reconnaissant à la FECAFO, où n'était pas encore Samuel Eto'o, le droit de nommer un entraîneur. En 2015, il y a la convention. Mais oublions la convention. Je cherche à vous faire le parallèle, ce que je cherche à illustrer. Le 10 février, il demande au gouvernement et au ministre des Sports de régler ça, de mettre de l'ordre. Alors, j'ai des amis juristes qui me disent, mais pourquoi est-ce qu'il n'abroge pas en amont son décret? Je leur ai dit, mais non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé et c'est légal. Pourquoi? Lisez le philosophe anglais, le père du libéralisme politique, John Locke, qui parle de la séparation de pouvoir. C'est vrai, vous me direz, Montesquieu en a parlé aussi dans l'esprit des lois. Mais lisez John Locke. John Locke dit quoi? Il dit, quand il y a la prérogative, le souverain, parce que lui, il était sous la monarchie, ou le président, pour le bien de la société. Quand on dit bien de la société, c'est le président qui apprécie. Et nous sommes toujours en dictature. Parce que comment est-ce que vous savez ce qui est bien pour moi? Mieux que moi. Et vous le décrétez pour moi. Donc le président, le souverain, dit, pour le bien des Camerounais, voilà ce que je fais. Il peut suivre le décret qu'il a fait lui-même, ou alors il peut même aller contre son décret. Ça s'appelle le pouvoir discrétionnaire. Paul Biya est dans son droit, il est dans son rôle. Et il n'a pas à abroger. C'est-à-dire, quand on dit prérogative en droit constitutionnel, il faut tout de suite penser au pouvoir discrétionnaire. Et ça nous ramène à Emmanuel Macron. Vous me dites, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent, mais qu'est-ce qu'il a piqué une élection européenne, ce qu'on appelle une élection intermédiaire, qui n'a pas d'effet réel sur la politique de la nation, voilà, sur le Parlement européen, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Non. Macron, c'est un joueur. C'est surtout un homme politique. Il dit, voilà, c'est la première fois
dans l'histoire de la Ve République qu'un parti d'extrême comme le Rassemblement national. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Rassemblement national, c'est une excroissance du Front national de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti des gens qui ont voulu tuer le général de Gaulle. Je vais en parler tout à l'heure quand on va parler d'Éric Ciotti et de son exclusion des Républicains. Je vais un peu vite en besogne. Mais qu'est-ce que Macron il calcule? Macron, il sait qu'il a été mal réélu. D'abord, il y a eu tous les politologues ont vous dit Macron a été élu par défaut. Il a été élu par défaut pourquoi? Parce que si vous devez choisir entre la grippe, personne ne veut avoir la grippe. C'est une mauvaise maladie. Je déteste la grippe. Elle vous empêche de manger, elle vous empêche de dormir, elle vous casse des articulations. Mais s'il faut choisir entre la grippe et le sida, le choix est clair. Donc, s'il faut choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les Français ont vite fait. Si François Fillon n'avait pas eu les casseroles qu'il a eues, Emmanuel Macron n'aurait jamais été élu. Mais il a été élu parce qu'il était face à Marine Le Pen. Donc, donc, déjà, dès sa première élection, il a été élu par défaut. Parce qu'on a agité, on a agité le chiffon, le torchon rouge, ce qu'on appelle un repoussoir. Voilà. Donc, c'est moi ou c'est Marine Le Pen, ce qu'on appelle un chantage. C'est comme ça qu'il a été élu. Mais face à un autre candidat plus sérieux, comme Alain Juppé, etc., Macron n'aurait jamais été élu, ni en 2017, ni en 2022. Et il le sait. Et donc, il voit, il n'a plus le droit de se représenter à cause de la modification de la Constitution, en ramenant le mandat présidentiel à 2 quinquennats non renouvelables. Acte de Nicolas Sarkozy. Mais il s'est dit, si je les laisse prospérer, parce que rien ne l'oblige à dissoudre. C'est une élection européenne, ce Parlement européen, ça n'a rien à voir avec le Parlement national. Et dans tous les pays européens, que ce soit en Allemagne, etc., en Suède, vous allez voir la résurgence, l'émergence des partis extrêmes. Voilà. Mais lui, il saisit la balle au bon, il dissout l'Assemblée nationale. Il dissout l'Assemblée nationale, pourquoi? Parce qu'il s'est dit que dans 3 ans, en 2027, le Front national peut arriver au pouvoir. Donc, on va dissoudre, parce que quelqu'un me dit, mais pourquoi est-ce qu'on dissout, on fait aussitôt les élections? Mais le pays ne peut pas vivre sans Parlement. La continuité de l'État. Si vous avez dissous, la conséquence, c'est qu'il y a des élections législatives anticipées pour remplacer le Parlement. Parce que du jour où il a dissous, le Parlement a cessé d'exister. On leur a donné jusqu'au 6 pour vider le plancher. Donc on dissout, et la suite logique, c'est qu'il faut un Parlement. La France ne peut pas vivre sans un Parlement. On a eu le cas en 1940. De 1940 à 1947, la France a fonctionné sans président de la République. Il n'y avait pas de président en France. Donc, on ne peut pas fonctionner sans Assemblée nationale, parce que c'est là-bas qu'on fait les lois. Oui, le président de la République a beaucoup de pouvoir, mais l'élection la plus importante en France, c'est l'élection législative. C'est là-bas où on fait les lois. Mais la politique de la nation se conçoit là-bas, spécialement quand le président a la majorité pour soutenir la politique ou pour appliquer la politique pour laquelle il a été élu. Donc, vous ne pouvez rien appliquer sans le Parlement. Même si c'est un Parlement de Godillot qui applique à la lettre les desiderata du président. Donc il pouvait le faire. Mais c'est un pouvoir, j'évoque tout ça pourquoi, Olivier Loratel? Mais parce que c'est un pouvoir discrétionnel. C'est ce qu'on appelle la prérogative. Il n'a pas de compte à rendre. On peut dire que ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, oui, ça ce sont des commentaires. Mais dans les faits, c'est lui seul qui décide, il apprécie. J'ai commencé à vous parler des dissolutions qu'on a eues depuis le début de la Ve République. La première dissolution, elle était logique, parce que le gouvernement de Pompidou avait été renversé à l'Assemblée nationale, parce qu'il a voulu jouer les démocrates, parce qu'il aurait pu activer l'article 43, alinéa 3. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait, Pompidou, parce qu'il s'est dit, c'est une lâcheté. Quand on est démocrate, on ne fait pas ça.
C'est comme si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il vous donne des arguments, vous n'avez pas d'argument à lui donner en retour. Vous dites, bon, c'est fini, on ne parle plus. Pompidou, c'était un universitaire. Agrégé de lettres, c'est quelqu'un qui aime la rhétorique, etc. Il aime les joutes verbales. Donc, il discute, ça va jusqu'au bout, et son gouvernement a été renversé. Une fois que le gouvernement est renversé, vous ne faites pas de politique, vous ne pouvez rien faire. Donc, on a dissous l'Assemblée nationale. Mais la deuxième fois que l'Assemblée nationale va être dissoute sous la Ve République, c'est lors des événements de mai 68. Les gaullistes venaient d'avoir une majorité quasiment absolue à l'Assemblée. Il y a eu les événements de mai 68. C'est parti par des protestations estudiantiles. Ça s'est divulgué, ça s'est élargi dans d'autres couches. Pompidou voulait dissoudre, De Gaulle ne voulait pas. Il a convaincu De Gaulle, on a dissous. Les gaullistes ont eu une majorité. Ça, c'est la deuxième dissolution. La troisième va intervenir en 81, lorsque François Mitterrand est élu président de la République. Parce qu'en 1978, alors qu'il était opposant, il y a eu une élection législative. On pensait alors que les socialistes allaient remporter les élections législatives, puisque nous étions en septembre. Donc, le président Valéry Giscard d'Estaing avait été élu en 1974 lors de la mort du président Pompidou. Donc, 5 ans après, puisque le Parlement est élu pour 5 ans, le président, ayant été élu pour un septennat, avait encore 2 ans à courir. Et donc, il y a eu des élections législatives. La gauche était bien donnée dans les sondages. Si la gauche gagnait, on allait alors avoir la cohabitation entre François Mitterrand, Premier ministre, et Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Mais c'était la chance de Mitterrand. Parce que si la gauche avait gagné les élections législatives en 1978 et que lui, il était appelé à Matignon, il allait s'user, comme on l'a vu avec Chirac en 86-88, et n'aurait donc jamais été président en 81. Parce que quand il y a cohabitation, c'est le Premier ministre. Parce que le Premier ministre de la cohabitation n'a pas le même rôle qu'un Premier ministre partant ordinaire. Parce qu'un Premier ministre partant de cohabitation, quelqu'un disait, l'ancien prof Pascal Perrineau en Sciences Po disait que la cohabitation, c'est l'instauration au sommet de l'État de la rivalité pour le pouvoir. Donc un Premier ministre de cohabitation dispose d'une légitimité acquise à un temps différent de celle du président. Donc il y a dualité, il y a bicéphalisme, alors qu'un Premier ministre, par temps ordinaire, lorsque le président lui-même dispose d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale, ne doit sa légitimité qu'au seul président de la République qui l'a nommé et qui peut mettre fin à ses fonctions quand bon lui semble. Traditionnellement, le Premier ministre signe une lettre de démission avant d'entrer en fonction. Ça, c'est un Premier ministre de ce qu'on appelle le fait accompli, le fait majoritaire. C'est-à-dire que vous avez été élu président, là je suis élu président de la République, et puis dans la foulée, je vous parlais de la dissolution de François Mitterrand en 1981, il a été élu président de la République, mais il avait perdu les élections législatives en 1978 lorsqu'il était en opposition. Donc la majorité parlementaire ou législative qu'il trouve n'est pas la sienne. Or, il a été élu président de la République, mais sur la base d'un programme. Donc, il dit aux Français, écoutez, je ne dispose pas de majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer le programme pour lequel vous m'avez confié un mandat. Donc, donnez-moi un mandat à l'Assemblée nationale me permettant de traduire dans les faits la politique pour laquelle vous m'avez élu. Oui, par temps ordinaire, le Premier ministre est infusible parce que le président de la République est supposé être au-dessus des partis. Mais c'est un acteur politique à partir du moment où il est partisan, il bat campagne. Et ça, c'est la modification que nous allons avoir à partir de 1962, lorsqu'il y a l'attentat du Petit Clamart. De Gaulle vient, il est rappelé au pouvoir parce qu'il promet de garder la France ou de garder l'Algérie au sein de la France, l'Algérie française. Suivez son discours lorsqu'il arrive à Alger, sur le balcon. Je vous ai compris,
Le je vous ai compris est ambigu, parce que les musulmans d'Algérie pensent que De Gaulle s'adresse à eux. Les colons, les pieds noirs, pensent que De Gaulle s'adresse à eux. Il dit, je vous ai compris, je sais ce que vous avez voulu faire ici. À un moment, il va même dire, vive l'Algérie française. Ça, je crois que c'est une des rares fois qu'il va dire ça. Donc, on est dans l'ambiguïté. Mais il regarde les choses. Parce que les États-Unis ont aidé la France à se libérer. Les Américains sont contre les gens qui ont des possessions. Parce qu'eux-mêmes, ils ont obtenu leur indépendance au forceps de haute lutte face aux Anglais. Donc, ils n'aiment pas les gens qui conservent les colonies. Donc, il y a une ancienne légalité internationale consistant à conserver les colonies et il y a une nouvelle légalité internationale consistant à ne pas les avoir. Or, la France veut jouer l'astuce. C'est pour ça qu'on fait cette constitution dont nous débattons pour ce qu'on va faire l'union libre. Ça, c'est l'ancêtre de la France-Afrique. Donc, on veut avoir les colonies, mais on ne veut pas avoir l'air de les avoir. Donc, De Gaulle joue à ce jeu. C'est dans cette logique qu'il va se résoudre à donner l'indépendance à l'Algérie, avec des propos un peu racistes. Ouais, Welbeck, les Français sont les Français, les Algériens sont les Algériens. La France est quand même un pays de culture gréco-romaine, chrétienne, de race blanche, etc. Les Arabes sont les Arabes. Welbeck, donnerez-vous votre fille à marier à un bougnoul, etc. Je passe là-dessus. Euh, donc, ils donnent l'indépendance. Donc, va se créer quelque chose qui s'appelle l'OAS, Organisation armée, quelque chose comme ça, euh, pour tuer le général de Gaulle. Donc, il y a l'attentat du Petit Clamart. Alors, je regarde ça ici. Je vais commenter les images avec vous. C'est pas ça. Ça, c'est le premier conseil des ministres. Premier conseil des ministres de la toute première cohabitation. Alors, je vais regarder les images en vote. Voilà la voiture de De Gaulle, criblée de balles. Les gens de l'OAS ont voulu le tuer. Il a échappé. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen en Algérie, où il a torturé des gens. Ça, c'est Tissier Viancourt, le premier candidat de l'extrême droite à la première élection présidentielle au suffrage universel. C'était en 1965. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen en Algérie, où il torturait les gens. Voilà les gars qui ont tendu l'embuscade à De Gaulle. Les amis de Jean-Marie Le Pen, les gens de l'OAS qui ont voulu tuer De Gaulle parce que De Gaulle a donné l'indépendance à l'Algérie. Ça, c'est la voiture de De Gaulle ramenée par la police. Alors, vous la voyez, la même voiture criblée de balles. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui a divisé les Français et c'est pour ça que les gens de la droite ont exclu Éric Ciotti parce que le, le Rassemblement national, c'est une excroissance du Front national. Les gens du Front national, entre le Front national et les Républicains, il y a du sang. Le sang qui a coulé sur l'OAS. Ce parti a vu le jour par rapport à son opposition au général de Gaulle. Donc, pour un républicain, anciennement UMP, anciennement RPR, anciennement UNR, anciennement RPF, Rassemblement du peuple français, le parti que De Gaulle avait créé en 1953, ils ne peuvent pas s'allier. C'est une alliance contre nature. Donc, est-ce que la question que vous me posez, le courrier que j'ai reçu, est-ce que les gens du Front National peuvent gagner? Pour gagner, pour avoir la majorité absolue, l'Assemblée nationale en France compte 577 élus. Alors, si vous voulez avoir la majorité absolue, il faut faire 577 divisé par 2 plus 1. Donc, il faut avoir au moins 289 élus pour avoir la majorité absolue. Donc, si vous avez la majorité absolue, le président de la République, parce que personne ne peut l'obliger à démissionner.
S'il a des scrupules moraux, il peut de sa propre initiative démissionner. Mais personne ne peut l'obliger à démissionner, sauf s'il a commis un acte de haute trahison, c'est-à-dire qu'il est en intelligence avec l'étranger, au détriment des intérêts de la patrie. Là, on va le contraindre à la démission. Mais là, en l'état, personne ne peut le contraindre à démissionner jusqu'à la fin de son mandat. Donc, si un parti, parce que les gens parlent du Rassemblement national, mais pas forcément. Le Front populaire peut avoir la majorité. Et dans ce cas, le président de la République est tenu à appeler une personnalité de ce parti à Matignon. Pas forcément celui que vous lui indiquez, pas forcément le chef du parti majoritaire. Pour être élégant, en 1986, c'était la première cohabitation du genre. Mitterrand aurait pu tricher et appeler quelqu'un d'autre au sein du parti vainqueur des élections. Mais il n'a pas voulu contourner l'obstacle. Il a appelé Jacques Chirac, ce qui était normal. Mais il peut décider de ne pas le faire. Il peut appeler quelqu'un d'autre. Vous avez vu en 93, la deuxième cohabitation, 93-95, il a appelé Balladur. Balladur qui n'était pas chef de parti. Oui, il était membre du parti. Oui, Chirac voulait qu'il y aille. Mais personne, constitutionnellement, ne peut forcer la main au président. Parce que nommer le Premier ministre fait partie de ses prérogatives. Souvenez-vous, quand je dis prérogatives, ça veut dire pouvoir de discrétion. Revenons au cas de la FECAFO. Personne ne peut obliger Paul Biya de respecter son décret de 2014. Il peut l'abroger, il peut le laisser en l'état, il peut le suivre, il peut en départir, c'est-à-dire le quitter complètement. Il peut même faire quelque chose contre ce décret. Ça fait partie de ses prérogatives, c'est son pouvoir discrétionnaire. Et il n'a pas à s'expliquer à quiconque. En l'état actuel des tests. Donc, quand le président active l'article 12, oui, en concertation, c'est un avis. Chirac a dissous l'Assemblée nationale en 1997. Pierre Mazot, constitutionnaliste, qui est son ami, il lui a dit, mais Jacques, tu ne peux pas faire ça. Il a écouté, il est passé à la télévision, il a dissous. Parce que prérogative, parce que pouvoir discrétionnaire. Il est le seul, il est le seul à apprécier de l'opportunité. Francine Njinga me dit les Français doivent être cohérents et mettre le RN au pouvoir. Ce sont des racistes et des xénophobes. Et mettre le pouvoir. Oui, quand vous dites les Français, vous parlez comme si vous parliez d'une personne, d'un bloc homogène. La France est un pays mosaïque. Comme disait De Gaulle, la France n'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Allemagne. La France n'est pas une personne. La France n'est pas une couleur de peau, contrairement à ce que pensent certains. Et c'est ça qui fait le charme de la France. Parce que quand on dit la France, ce ne sont pas des autochtones, c'est le pays d'autrui. À l'origine, on ne parlait pas des Français, on parlait des Francs, qui ont été hébergés par quelqu'un à qui ils ont arraché leur pays. C'est comme si les Bamileke allaient à Douala et qu'ils arrachaient la ville. C'est ce qu'on appelle les Français ont fait. Mais Français, ce n'est pas une couleur de peau. C'est pas une nation comme en Allemagne où ça s'est fait par le sang. Regardez les noms en France, regardez les origines des gens. Donc, quand vous dites les Français, ce n'est pas un bloc homogène. Ce sont des gens de tous les horizons, de toutes les sensibilités. C'est pas une équipe de football. Vous avez des sensibilités politiques. Les Juifs en France ne vont jamais voter pour le Front National. Les musulmans encore moins. Voilà, vous allez trouver quelques nostalgiques. Celui qu'on pressent pour être Premier ministre, Jordan Bardella est lui-même d'origine italienne. Marine Le Pen est bretonne. La Bretagne est dans la France depuis 1532 ou 33, je ne sais plus trop. Donc, si vous regardez ces histoires, vous prenez nos amis de la Normandie, ce sont les enfants de Vikings, originaires de Scandinavie, etc., etc. Si vous prenez nos amis occitans,
ils ont des liens historiques avec l'Espagne. Vous prenez nos amis du Pays Basque, c'est la même chose. Voilà. Mais donc, quand on dit raciste, ça dépend. Vous prenez quelqu'un comme Éric Zemmour, qui a, on va dire quoi, des accointances idéologiques avec Marine Le Pen. Mais Éric Zemmour, c'est un berbère. C'est un berbère d'Algérie. Voilà. Marion Maréchal Le Pen, c'est une fille, un enfant naturel, on va dire une enfant naturelle des amours adultérins d'un ancien journaliste. Il était otage au Liban. Il s'appelait Roger Hoc. Il a fini ambassadeur. Il est décédé depuis. Euh, il n'a pas reconnu cet enfant et sa maman a épousé un certain Samuel Maréchal, marié à la petite fille de Félix Houphouët-Boigny. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Elle, Marion, elle a vécu là-bas. Donc, on va faire le racisme comment le raisonnement qu'on tient aux gens, on pouvait le lui tenir en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître certains faits et vous ne vous laissez pas démonter. Euh, Est-ce qu'ils vont avoir est-ce qu'ils vont avoir la majorité absolue? Macron s'en fout s'ils ont la majorité absolue. Parce que s'ils ont la majorité absolue, euh, s'ils ont la majorité absolue, ben, ils vont gouverner. Ils vont gouverner 3 ans. Il faut payer les retraites, les pensions. Il faut qu'ils trouvent de l'argent. Parce que la France est surendettée. C'est comme mon fils qui me disait, mais papa, pourquoi est-ce qu'on n'imprime pas l'argent? Je lui ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça. Parce que si ça se passait comme ça, tout le monde imprimerait de l'argent. Il y a certaines règles et tout. Il n'y a que les Américains qui tournent leur planche à billets et ils foutent la pagaille. Voilà. Donc, quand les Français vont vous dire on est riche, ben, la dernière fois qu'on a voté un budget en équilibre en France, ça remonte en 1974. C'est-à-dire que tous les budgets sont déficitaires. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que vous touchez 1000 francs et vous en dépensez 3. Mais d'où viennent les autres 2000? Voilà. Donc, il faut les laisser à la réalité du pouvoir. On a eu des apprentis nazis qui sont arrivés, et des apprentis fascistes qui sont arrivés au pouvoir en Italie. Ils ont été confrontés à la réalité des choses. L'immigration n'a pas baissé. L'immigration n'a pas baissé. Parce que la population, je vous ai dit ici l'autre fois, parlant d'un sujet qui n'avait rien à voir avec ce dont nous parlons ce soir, je vous ai dit ici une fois que la population était vieillissante. J'ai parlé de la Russie, où Poutine a donné de certains avantages aux gens, aux jeunes, pour les encourager à faire des enfants. Mais les gars, ils ne veulent pas. Ils ont 2, 3 enfants, ça suffit. Parce que quand vous voulez aller en vacances, vous n'allez pas trimballer tout un régiment de petits moineaux qui crient pour avoir leur lait. Et donc, ils ne veulent pas. Donc, la population est vieillissante. En France, les plus de 65 ans font plus de 50%. Donc, ben oui, on jette des mains galées. Que le RN passe. Et je suis de votre avis. Je prie Dieu que le Front National passe. Qu'ils arrivent au pouvoir à Matignon. Qu'ils soient confrontés à la réalité des choses. Lorsqu'ils vont voir que les poubelles ne sont pas enlevées, parce que qui enlève les poubelles en France, ce sont les Noirs, les éboueurs, dans les hôpitaux. Voilà. Donc, donnons-leur le pouvoir. C'est, je crois, c'est Abraham Lincoln qui disait que tout le monde a une capacité d'affronter l'adversité. Mais si vous voulez tester un homme, donnez-lui le pouvoir. Mais Macron s'en fout qu'ils arrivent aux affaires parce qu'il sait qu'au bout de 3 ans, les Français vont voir au travers. Donc, il faut leur laisser la possibilité de gouverner. Mais s'ils ont la majorité, parce que vous avez de l'autre côté les gens de gauche qui sont en train de se constituer en Front populaire. Alors, c'est quoi le Front populaire? D'abord, on a eu le cartel de gauche entre 1924 et 1926. C'était l'union de la gauche. Parce que de tout temps, la France n'a jamais été majoritaire en France. La gauche n'a jamais été majoritaire en France. La gauche à qui certains donnent le brevet, on va dire, de la pureté, on a eu, on a eu dans l'histoire des gens de gauche qui se sont compromis avec le colonialisme, notamment des gens comme les Jules Ferry, le père de l'école libre, avec des gens qui se sont dit, voilà, on peut soutenir
la colonisation, même Léon Blum, parce que c'est une œuvre civilisatrice. Mais qui êtes-vous pour décider de ce qui est bien pour un autre peuple, etc. Donc, on ne va pas mettre ça gauche-droite, parce qu'il y a des gens de gauche qui ont basculé à l'extrême, et il y a des gens d'extrême, des gens qui ont commencé leur politique dans les extrêmes, comme François Mitterrand, il a fini à gauche, comme François Hollande, dont le papa était un homme des extrêmes. Donc, on ne va pas catalyser, mais le problème ici, on a eu le cartel de gauche 1924-1926, on a eu le Front populaire en 1936. Oui, ils ont fait la troisième semaine de congé payé, c'est pas mauvais. Mais est-ce que Mélenchon est capable de se mettre avec les gens comme mon ami Olivier Faure, etc. On verra. On verra. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas de majorité absolue, si le Front National ou bien le Rassemblement National n'a pas les 289 députés pour la majorité absolue, parce que la majorité relative ne fera pas l'affaire. Et si quelqu'un d'autre a une autre majorité relative, ça ne fera pas l'affaire. En ce moment, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre de son choix, selon certains pourparlers. Mais nous, nous dirigeons vers une crise de régime. Parce que si on ne s'entend pas, ne me demandez pas si on va dissoudre. Parce que selon l'article 12, une fois que vous avez dissous l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas la redissoudre avant une année au moins. Donc ça serait un sacré bordel. Parce que je vous ai dit que Macron a été réélu en 2022 par défaut. La preuve, il n'a pas pu avoir de majorité absolue au Parlement. Donc, il gouvernait par alliance, etc. Mais on risque de se retrouver sur le même cas de figure s'il n'y a pas de majorité absolue de part et d'autre. Et la majorité absolue, on ne laisse compte pas seulement de la part du Rassemblement national. La gauche est en train de s'organiser également pour contrecarrer. Bien malin, c'est lui qui pourra prédire tout cela avec exactitude. Donc le président, il a des prérogatives. Il nomme un certain nombre de personnes. Euh, il peut faire un certain nombre de choses. Il peut dissoudre, je vous ai dit, mais il y a une limite à son pouvoir de dissolution. Donc, vous avez là les présidents que nous avons eus depuis l'avènement de la Ve République. Général de Gaulle, il a gouverné de 59 à 69. Pompidou, élu en 69, il est mort après 5 ans, il est mort en cours de mandat. Valéry Giscard d'Estaing qui a pris la suite, 74-81. Il n'a pas pu se faire réélire. François Mitterrand a fait deux septennats, ne s'est pas représenté pour un troisième mandat parce qu'il n'y avait pas de délimitation, etc. Et Jacques Chirac, pareil, il a fait deux mandats, un septennat et un quinquennat. Nicolas Sarkozy, qui a instauré une limitation de mandat, n'a pas pu se faire réélire. François Hollande a été élu, mais il a été empêché de faire un deuxième mandat, il ne s'est pas représenté, et Emmanuel Macron est à son deuxième mandat. Mais Mitterrand l'avait dit. Mitterrand avait dit, quand il a écrit le coup, il disait qu'il était le véritable dernier président. Tous les autres seront des intendants et des comptables à cause de l'Union européenne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer, vous qui m'avez écrit? On ne sait pas. Mais parlons des prérogatives, parce que beaucoup m'ont écrit sur les prérogatives et dont le pouvoir de discrétion. Le président de la République française, comme le président camerounais, a beaucoup de pouvoirs discrétionnaires. Si vous prenez l'activation du 49.3, article 49 alinéa 3, si vous prenez l'article 16, qui donne les pleins pouvoirs au président de la République, si vous prenez l'état d'urgence, tout ça, ce sont des pouvoirs discrétionnaires, même si c'est encadré par la consultation du président, que le président peut consulter les présidents des deux autres chambres, mais à la fin des fins, il est le seul à décider. Il est le seul à décider. Oui, Paul Biya était haut fonctionnaire sous De Gaulle, il a été haut fonctionnaire sous Valéry Giscard d'Estaing et il est devenu président en 82, une année après François Mitterrand. Mais il les a vus défiler depuis De Gaulle parce qu'il a été haut fonctionnaire pendant longtemps, Premier ministre ensuite. C'est vrai, il les a vus défiler. Mais le système n'est pas le même. Lui, il s'est accaparé de tout. Donc, dans le cas de la France,
On ne sait pas ce qu'il adviendra. Alors, quelqu'un me demande qu'est-ce qui va se passer pour les sans-papiers. Oh, il ne se passera rien. Parce que ces gens-là ne viennent pas du ciel. Ils savent que les sans-papiers qui travaillent et qui paient les impôts, voilà, il ne se passera rien. C'est le pouvoir. C'est-à-dire que quand les gens sont dans l'opposition, euh, euh, mais une fois arrivés aux affaires, voilà, ils sont confrontés à la réalité, à la réalité du pouvoir. Vous avez vu ce qui se passe avec nos amis au Sénégal. Ils vont faire des choses, ils ont la chance, le pays exploite du pétrole et ils vont avoir quelques 5 milliards de dollars de revenus supplémentaires, ce qui va alléger les souffrances et améliorer le sort de nos amis sénégalais. Et voilà. Mais quand vous arrivez aux affaires, vous avez les projets et vous avez la réalité du terrain. Voilà. Donc, le Front National, on attend, si jamais ils arrivaient, parce que rien n'est sûr. Il faudrait euh, qu'ils aient au moins 289 députés. Parce que voilà les projections. On leur donne quoi 235 à 265. Même s'ils font 265, ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est pas du tout suffisant. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des alliances? Ça, c'est la grande inconnue. Mais ce n'est pas sûr que voilà, c'est déjà acquis. Tout peut arriver, c'est une élection. Ils peuvent profiter du mécontentement, mais il y a un sursaut. Il y a un sursaut, la gauche est en train de s'entendre, etc. On a des gens, des républicains, qu'est-ce qui pèse? On ne sait vraiment pas. Voilà. Alors maintenant, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, pendant l'émission en cours. Quelqu'un m'a posé la question sur ce que j'ai appelé la malédiction Bamoun. Ceux qui me suivent ici, je vous ai raconté une fois l'histoire de Onana Elundu Eli. Onana Elundu Eli, alias Njipanka, est arrivé à Fumban, dans le fédéral. Il venait de Bafia. Il venait de Bafia Club. Euh, Bafia Club était en très mauvaise posture. C'est l'époque où nous qui vivions au Cameroun, jusqu'à la dernière journée du championnat, on n'arrivait pas à savoir avec précision qui allait descendre en deuxième division. Il y avait 3 clubs qui descendaient. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Et cette année-là, on ne savait pas si c'était Mbalmayo Club, si c'était Union d'Abomban, euh, si c'était Bafia Club. Pour Bafia Club, il aurait suffi de battre Fédéral de Fumban par 1-0 à Fumban pour rester en première division. Fédéral les a battus 3-0. Non, ils sont descendus en deuxième division à partir de Fumban. Le Fédéral a retenu 3 de leurs meilleurs joueurs. Bogouli, Yombo Pierre, qui nous a quittés. Il a été gardien des Lionceaux lors de la Coupe du Monde junior en Australie en 1981. Et il y a Onana Elundu Eli. Onana Elundu Eli, arrivant en Fumban, n'avait pas de certificat d'études. Les Bamoun se sont arrangés pour lui faire passer un certificat d'études. Et il y avait un Bamoun qui s'occupait des questions de prison. Donc, il a été recruté comme gardien de prison. Il est allé en formation, je crois, à Motengene. Donc, Motengene au Boya. Ça devait être Boya. Motengene, c'est plutôt la police. Donc, il jouait dans le fédéral de Fumban. À l'époque, le canon de Yaoundé, à lui tout seul, donnait 9 joueurs à l'équipe nationale. On avait des gens comme Thomas Kono, Emmanuel Koundé, Mbom Ephraim, Awoudou Ibrahim, Mongam Dagobert, Jean-Paul Akono, Bida Rantes, Awoudou Ibrahim, Manga Ongene, Oléo, etc. Ngueya Jean-Jacques. Donc le canon à lui seul donnait 9 joueurs à l'équipe nationale. Donc après ça, on complétait avec certains joueurs qu'on prenait dans le tonnerre de Yaoundé. Quand Mila jouait encore, avant qu'il n'aille Mila, etc. Après, on a eu des gens comme les Bongé, Tibongé, Maki Stéphane. Voilà. On prenait dans Lyon de Yaoundé un joueur qui s'appelait Mama Jean-Louis. Je ne sais pas si euh, j'ai son image ici. J'essaie de voir ça. Si je vais monter au plus jeune, c'était un technicien. Pour moi, c'était le plus grand joueur du Cameroun.
Mais il a joué au football à un moment où euh, il n'y avait pas d'argent, le football n'avait pas d'argent. C'était le plus grand technicien, Mama Jean, lui. Alors, je ne sais pas si je peux trouver sa photo ici. Jean-Louis Mama. Voilà, vous le voyez en rouge. Voilà, le thé cassé à cette époque-là. C'est Mama Jean, lui. Le plus grand joueur du Cameroun, à mon avis, le plus grand technicien. Il naviguait entre Tonnerre de Yaoundé et Lyon de Yaoundé. C'est le seul garçon qui marquait le coup franc à Thomas Kono, sans que Thomas Kono bouge. C'est nous, je suis porté la Dynamo. Donc, Kono est debout, il attend, on lui dit c'est dans le filet. Maman lui marquait des buts comme ça. Donc, il y avait dans l'Union de Douala, Dynamo, etc. Et donc, les entraîneurs qui venaient au Cameroun s'arrêtaient entre Douala et Yaoundé. Est arrivé un entraîneur, Ridanovic, un Yougoslave, il a fait tout le Cameroun. Partout où il y avait une équipe d'élite, il est allé. C'est comme ça qu'il arrive à Fumban et il détecte Onana Elondoueli. Sa façon de jouer lui plaît. Il le prend, il l'amène à l'équipe nationale. On lui dit, mais tu vas le mettre à la place de qui? Il fait asseoir Ndoumbélé au banc. Personne ne faisait ça, Ndoumbélé. On lui a dit, mais vous savez, il a dit, c'est moi l'entraîneur. C'est pour ça que j'ai vu Marc Brice, il a quelques attitudes de cet entraîneur yougoslave. Il dit non, c'est moi. Et puis ce type n'était pas footballeur. Euh, C'était un spécialiste de lancer de disques. Je ne sais pas pourquoi le Cameroun l'avait recruté. Non, il n'était pas footballeur du tout. Il était aux Jeux Olympiques et il lançait, c'était un spécialiste de lancer du disque. Alors il vient, il prend Onana Elundoueli, il dit j'aime sa façon de se bagarrer et il met Noumbele au banc. Il y a une coupe qui se joue, coupe de l'amitié, coupe de l'unité. Le fédéral de Foumban bat le Tonnerre de Yaoundé. Match de championnat, on remet ça. Donc, il y a un match de championnat opposant fédéral de Foumban à l'Union de Douala, au stade de la réunification. On a Njaya René, qui est défenseur. Il monte comme attaquant pour aller casser Onana Elondoueli et pour l'empêcher d'aller à la Coupe du Monde et prendre la place de son ami. Mais il est allé en Coupe du Monde. Il a mis Ndoumele au banc. Il était titulaire. Vous avez vu les images. Il était titulaire là-bas. Il a fait d'excellents. Celui que vous voyez là, je pense que c'est contre le Pérou, face à Théophile Koubias, un redoutable attaquant péruvien. Donc, je me rappelle du commentaire le commentaire d'Abel Bengue. Abel Bengue disant Onana Elundoueli de la fédérale de Foumban à la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose de très sensationnel. Revenu au Cameroun, à Foumban, le roi, le sultan de Bamoun, lui donne un titre, Njipanka, qui est un semblant de ministre de la Défense, parce que vous avez le Tupanka et vous avez le Njipanka. Donc, on lui donne ses attributs pour qu'il ne parte pas de fédéral de Foumban. Et il a été attiré par le canon de Yaoundé. Il est parti dans le canon de Yaoundé. Les Bamoun l'ont monté. Il a gagné quelques trophées partant de là, mais il a fini clochard. C'est lui que vous voyez là. Voilà. Alors, vous le voyez ici, à côté de Thomas Nkono, à la gauche de Thomas Nkono. Il a gagné certains trophées, mais il est mort dans le désarroi. C'est lui que vous voyez encore là. Donc, voilà comment il a fini. Lorsque Samuel Eto'o a été élu président de l'Africa Foot en décembre 2021, j'avais fait un direct et j'avais dit il risque d'être victime du syndrome de Njipanka. Parce qu'à Fumban, on lui a donné le titre de Nji qu'il a accepté. Parce qu'en retour, il avait favorisé l'élection de Sédou. Mais il lui a mis des pots de banane. Les Bamoun lui ont dit le couscous que tu as mangé ici, ça ne va pas te porter bonheur. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Tu vas te faire plein d'ennemis.
et tu ne sais pas où ta chute viendra. Ce n'est pas moi qui le dis, je rapporte. Ayant moi-même grandi à Fumban, je connais ces questions. Voilà. C'est une interrogation. Que Dieu nous donne longue vie les uns et les autres. Alors, les amis, ceux qui veulent poser des questions, je les prends. Je m'attarde un peu. S'il y a des questions, on répondra. Voilà. J'ai mon ami qui a commencé à me poser des questions tout à l'heure, alors elles sont les bienvenues. Alors, quelqu'un me dit les Mbenguis vont venir nous retrouver ici au Mboa. Non, les Mbenguis vont aller ailleurs. Ça ne s'arrête pas en France, mon cher ami. Qui dirige l'Europe l'Europe dirige et l'Europe veut les migrants. Oui, il y a le vieillissement des populations. Il faut remplacer tout ça. Il y a ce qu'on dit à la télévision pour gagner des voix, mais il y a la réalité. Il y a la réalité. Aller dans les hôpitaux ici, aller dans les plantations. Depuis nous, en Angleterre, au Royaume-Uni, on a fait l'expérience depuis le Brexit. Les Anglais pleurent parce que dans les champs ici, c'est des gars qui ramassaient les fruits. Parce que vous avez des fruits, vous avez des légumes, mais il faut bien que quelqu'un les ramasse. Et c'est des migrants qui faisaient ça. Mais une fois qu'ils sont partis, vous avez vu la queue, la file des camions ici, parce qu'il n'y avait personne pour aller chercher le carburant et l'amener du dépôt au point de distribution. Mes chers amis, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous dis merci et nous nous voyons demain. Bonsoir.